Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à ce webinaire donc consacré à une transition juste des territoires pour construire ensemble un nouveau contrat écologique et social. Donc ce webinaire s'inscrit dans le cadre de la Semaine de la transformation, organisée depuis 3 ans par Juliette Sterwen et qui consiste en un programme de webinaires gratuit et ouvert à tous. Cette année, le fil conducteur de la Semaine de la transformation que nous avons choisi est consacré à l'impact et plus particulièrement au développement de l'impact socio-écologique des organisations comme des territoires. Alors, quelques mots peut-être pour ceux qui ne nous connaissent pas. Juliette Sterwen est un cabinet de conseil français en stratégie, transformation et innovation. Nous accompagnons notamment les acteurs de la sphère publique, que ce soit les services de l'État ou les acteurs publics locaux, dans la conception de politiques et de services, la transformation de leur modèle d'action ou aussi le développement de leur impact, ce qui fait évidemment le lien avec le sujet de notre webinaire de ce matin. Alors, quelques informations, vous êtes en train de vous connecter pour nous rejoindre. Avant de rentrer dans le vif du sujet, voilà, quelques astuces pratiques pour le bon déroulement du webinaire. Je vous rappelle donc que tous vos micros sont coupés. C'est normal. Que si en revanche vous ne nous entendez pas parler, vous pouvez vous signaler dans l'onglet public du chat et une collègue viendra à votre secours. Et puis, vous avez évidemment la possibilité de poser des questions tout au long du webinaire. On aura un temps prévu à la fin pour y répondre. Et c'est ma collègue, donc Frédéric Tribalo, qui recevra vos questions et s'en fera porte-parole pour vous. Voilà sur les aspects pratiques. Il est temps maintenant pour moi de vous présenter donc nos invités de ce matin, que je vous remercie d'avoir accepté de venir échanger avec nous. Donc, autour de cette table virtuelle, Jean-Paul Pézan, chef du service développement social urbain au sein de la politique des directions, de la direction des politiques sociales du groupe Valoffice. Laurent Delqueroux, chef du projet Résilience des territoires au sein du Shift Project. Jamal Kay, chef du service politique de la ville et accès aux droits de la communauté urbaine de Dunkerque. Et Philippe Archias, directeur conseil chez Juliette Sterwen, spécialiste des questions d'innovation sociale et de la politique de la ville. N'hésitez pas d'ailleurs à vous présenter un peu plus si vous le souhaitez lors de notre premier tour de table. Merci à tous les quatre de votre présence pour évoquer ensemble les défis donc d'une transition juste des territoires. Alors, pour rentrer dans le vif du sujet, on parle voilà, de plus en plus dans l'actualité de changement climatique, de transition écologique, de société post-carbone, ou encore de vulnérabilité des territoires. Peut-être pour bien comprendre ce dont on parle, ma première question s'adresse à vous, Laurent. Quels sont les enjeux auxquels sont aujourd'hui confrontés les territoires et en particulier les quartiers prioritaires de la ville? Bonjour, merci. Bonjour à toutes et à tous. Vous avez combien d'heures là pour poser les enjeux? Alors, on va dire 5 minutes. 5 minutes, d'accord. Alors 5 minutes, on va illustrer rapidement quelques-uns de ces enjeux. Peut-être commencer par rappeler pourquoi on est là. On est là parce que finalement le monde, le monde qui a prévalu à l'organisation de notre société, à l'aménagement de tous les territoires et notamment à ceux des politiques de la ville, ce monde-là, il a changé. Hein, il a disparu, on s'en est pas tout à fait encore rendu compte, mais c'est un monde qui était caractérisé par une forme de stabilité du climat. Aujourd'hui, on sait tous que c'est le dérèglement climatique qui va impacter nos vies, nos territoires. Les crises climatiques ne vont faire que se succéder de plus en plus intenses. C'était un monde aussi qui était basé sur un accès relativement facile, en tout cas un sentiment d'accessibilité très forte sur les ressources, notamment sur les ressources énergétiques, sur les énergies fossiles, mais plus largement sur l'ensemble des ressources naturelles dont on avait besoin. Et on sait aujourd'hui que, alors évidemment, on a tous en tête la sortie des énergies fossiles pour des raisons climatiques évidentes, mais on sait aussi que l'accès à l'énergie, on le voit avec la crise énergétique actuelle, l'accès aux énergies fossiles, l'accès aux ressources naturelles et matérielles en général,
va être de plus en plus compliqué. Donc, le premier enjeu, c'est déjà un enjeu physique, un enjeu de menace physique qui pèse sur les territoires, ceux de la politique de la ville comme les autres. Enjeux liés notamment aux événements climatiques. Les réseaux, les infrastructures des territoires n'ont absolument pas été conçus pour supporter des vagues de chaleur, des phénomènes d'inondation, des phénomènes climatiques brutaux tels qu'on les voit aujourd'hui et tels qu'on va les voir demain. Et puis surtout, évidemment, des menaces physiques sur les habitants. On a tous en tête la canicule 2003 avec la surmortalité, mais aujourd'hui, plus récemment, on sait qu'il y a des morts chaque année liées aux vagues de chaleur, liées à la vulnérabilité notamment des habitants. Elle est plus forte sur les territoires de la politique de la ville qu'ailleurs. Elle est plus forte parce que des logements moins bien isolés, parce qu'une suroccupation des logements, parce que parfois des problèmes de santé. Voilà, ça c'est pour la partie climatique. Sur la partie énergétique, on sait là aussi que la crise énergétique que l'on vit aujourd'hui, qui d'ailleurs était antérieure encore à la guerre en Ukraine, hein, mais qui s'est accentuée avec la guerre en Ukraine, elle pèse très fortement sur les territoires et sur les habitants des territoires. Elle accroît encore la précarité énergétique, soit liée au chauffage des logements, soit liée au carburant et aux déplacements contraints de ces habitants. Donc là aussi, elle appauvrit, elle précarise encore plus les populations de ces territoires. Cette crise énergétique et cette sortie des énergies fossiles, elle pose aussi la question de l'avenir des activités économiques. Je ne vous apprends rien si je vous dis que toutes les activités économiques de tous les territoires sont totalement dépendantes des énergies fossiles. Mais certains métiers, certains secteurs plus que d'autres. Donc, le Shift Project, si ça vous intéresse, vous pourrez aller voir sur notre site. On a étudié la vulnérabilité des emplois, des secteurs économiques et des emplois par rapport à cette décarbonation, cette sortie des énergies fossiles à l'horizon 2050 et l'impact que ça va avoir en termes de disparition d'emplois ou à contrario, le besoin de créer énormément d'emplois pour décarboner, pour atteindre ces objectifs de neutralité carbone sur les territoires. Tout ça pour dire que ces menaces physiques, cette atteinte à la sécurité et au bien-être des populations des territoires, c'est un premier enjeu évidemment essentiel, majeur, qui doit absolument mobiliser l'ensemble des acteurs des territoires et en particulier les décideurs locaux. Au Shift Project, on s'adresse beaucoup directement ou indirectement aux élus locaux. Bon, quand on parle des QPV, des quartiers politiques de la ville, on pense évidemment à la prise en compte des inégalités sociales et territoriales. Donc là, j'ai surtout parlé de la dimension physique, mais en fait, ces enjeux-là sont d'abord des enjeux économiques, sociaux et politiques. On pourrait développer. La question des inégalités sociales et territoriales, vous la connaissez bien. On est très inégaux, c'est un euphémisme, dans nos responsabilités. Les populations les plus vulnérables qui habitent dans les quartiers populaires sont les moins responsables par leur consommation des émissions de gaz à effet de serre et donc du réchauffement climatique. Ce sont les plus exposés, bien souvent, parce que plus exposés aux pollutions, vivant davantage dans des passoires thermiques ou plus dépendants de transport carboné, de transport dépendant des énergies fossiles. Et puis, ce sont aussi souvent des populations qui peuvent être plus exposées aux politiques que l'on va prendre au nom de la transition écologique. On se souvient tous des Gilets jaunes et la réaction qu'a suscité la taxe carbone qui était proposée à l'époque, et donc une mesure au nom de la transition écologique, la transition énergétique, qui a été jugée injuste. Et aujourd'hui, donc, on voit bien qu'on ne peut pas envisager de mener de politique au nom de la transition écologique sans prendre en compte ce sentiment d'équité dans les efforts demandés aux uns et aux autres. Donc, un premier enjeu sur la sécurité et le bien-être des habitants, travailler à la transition écologique dans les quartiers, c'est probable, c'est pas, évidemment,
c'est nécessaire pour des raisons éthiques et parce qu'aucun quartier, aucun territoire ne doit être oublié, mais plus largement, réussir la transition écologique dans les quartiers, c'est plus que ça, c'est la réussir partout. Je m'explique, c'est-à-dire que en la travaillant particulièrement et en réussissant à la mener dans les quartiers, on va donc répondre à ce premier enjeu de sécurité, de bien-être des habitants, en intégrant justement les plus vulnérables et en faisant que cette transition, elle bénéficie, elle est toute une série de co-bénéfices, on pourra en reparler si vous le souhaitez, auprès des plus démunis, en valorisant même un certain nombre de comportements, d'entraide, de solidarité, de débrouille, pourquoi pas, qui peuvent exister dans ces quartiers. Il y a un deuxième enjeu qui justifie qu'on mette le paquet sur la transition écologique sur ces territoires-là, c'est la justice sociale et c'est l'efficacité. C'est-à-dire que sur ces territoires-là, on a une situation qui peut être favorable. En matière de mobilité, par exemple, on a des populations qui ont un taux d'équipement en véhicule individuel moins important que la moyenne. Les transports publics peuvent être plus facilement valorisés. En matière de rénovation des bâtiments, il peut y avoir des projets qui sont relativement efficients. Donc ça, c'est un enjeu important. Et j'en rajouterai juste pour terminer un troisième, au-delà de la justice sociale et de l'efficacité, c'est le fait que de réussir cette transition dans les quartiers, c'est bon évidemment pour les quartiers populaires, c'est bon pour les habitants qui y résident, mais c'est bon aussi pour les autres territoires qui dépendent bien souvent complètement des travailleurs venant de ces quartiers populaires. On l'a vu très nettement avec le Covid. Beaucoup et on le voit tous les matins en prenant le métro, les métiers de service en matière de sécurité, de logistique, d'entretien, de soins, qui caractérisent bien souvent les salariés ou les travailleurs de ces quartiers-là, sont totalement indispensables au fonctionnement d'autres territoires. Si, pour une raison ou pour une autre, pour des raisons climatiques, pour des raisons énergétiques, ces territoires sont bloqués, sont HS, eh bien, c'est le fonctionnement de la ville en général, d'autres territoires dont ils dépendent, qui va être bloqué, qui va être dysfonctionnel. Donc voilà quelques mots pour illustrer quelques-uns des enjeux alors on verra que les conditions, que c'est pas simple, mais de prioriser pratiquement la transition écologique et sociale dans ces quartiers-là, pas seulement, encore une fois, pour des raisons éthiques, mais aussi pour des raisons de résilience de ces territoires et de l'ensemble des territoires connectés et interdépendants. Merci beaucoup. À vous écouter, je comprends que ces enjeux touchent finalement une grande diversité de sujets. Vous avez parlé de sobriété énergétique, d'activité économique, d'emploi, de justice sociale. Et du coup, finalement, des sujets qui concernent de manière assez transversale l'ensemble des politiques publiques. Du coup, j'ai envie de m'adresser à vous, Jamal, pour vous demander comment une collectivité comme la communauté urbaine de Dunkerque peut adopter une approche aussi systémique, finalement décloisonnée entre l'ensemble de ces sujets autour de cet enjeu de résilience. Et est-ce que la politique de la ville, finalement, c'est le bon vecteur pour porter ces transitions? Très bien, merci. Donc, Jamal Kay, on l'a rappelé en introduction, donc je suis chef du service politique de la ville et accès au droit à la communauté urbaine de Dunkerque. Donc Dunkerque, c'est un territoire tout en haut en France, avec près de 18 communes et plus de 200 000 habitants. C'est aussi un contrat de ville qui regroupe 6 quartiers prioritaires sur 5 communes et 25 000 habitants. Pardon. Donc voilà, c'est un territoire qui a entamé et qui entame sa transformation d'un point de vue écologique, industriel, et qui forcément souhaite embarquer toute sa population dans cette dynamique. Et donc, comme l'a dit Laurent dans son propos, c'est l'affaire de tous. C'est l'affaire de tous, et donc il y a une urgence à agir, et agir de manière différente. Alors, comment peut venir cette impulsion? Elle peut venir de différentes manières. D'un point de vue interne aux institutions, elle est forcément incarnée par nos dirigeants, qu'ils soient politiques, mais aussi techniques, nos directeurs généraux et autres,
qui, voilà, pas plus tard que nous, chez nous, que la semaine dernière, organisaient des séminaires pour embarquer tout le monde dans ces changements de posture. Parce que c'est aussi ça, c'est de dire comment on change de posture quand on agit au quotidien sur des thématiques qui peuvent apparaître nouvelles pour certains, qui, au final, voilà, c'est plus un scoop pour personne. Le réchauffement climatique et ses impacts sont bien réels, sont avérés et forcément touchent les plus précaires tout d'abord, mais néanmoins, ça demande quelques ajustements. Alors, le rôle de la politique de la ville, comme là aussi, ça a toujours été de faire autrement, d'expérimenter, de tester, mais aussi d'être une politique qui soit décloisonnée. Historiquement, c'est quand même une des premières politiques ou la première politique qui a été faite de manière interministérielle. Et d'un point de vue très local, on n'échappe pas à la règle, c'est-à-dire que notre raison d'être, nous, professionnels de la politique de la ville, enfin, développement social et urbain pour le dire de manière très large, c'est aussi d'aller chercher nos autres collègues sur l'ensemble de nos politiques publiques, donc le développement économique, la santé, la citoyenneté, etc., etc. Et donc, une fois de plus, il y a d'abord un enjeu d'acculturation des sujets. Hein. La première, c'est que les questions de transition sont assez récentes dans, en tout cas, le giron des professionnels de la politique de la ville, hein, comme le développement économique, qui parfois était plutôt uniquement vu comme l'accès à l'emploi, la levée des freins, mais qui, voilà, d'un point de vue global, était peu appréhendé par les professionnels, en tout cas sur mon territoire. Néanmoins, ce changement de culture, il s'accompagne. Il s'accompagne et il doit s'exercer. Alors, comment hein, de plusieurs façons. La première, c'est déjà la formation des professionnels. Donc, pour donner un exemple très concret, alors nous, dans le Nord, hein, on travaille beaucoup avec notre centre de ressources IREV, hein, Institut régional pour la ville, qui a aussi ce rôle de qualification des acteurs, et avec lequel on a souhaité mener une expérimentation hein, qui s'appelait le Lab des transitions, qui était justement de montrer, aussi d'expérimenter, de montrer concrètement en quoi les transitions étaient l'affaire de tous. Et donc, comment on s'y est pris à ce moment-là? Ça a été de réunir, par exemple, au sein d'un même lieu, l'ensemble des professionnels qui travaillent sur les questions d'environnement, de développement durable, de santé, etc., pour leur montrer concrètement, avec des chiffres, sur l'impact du réchauffement climatique. Et ce qu'on constatait, c'est que forcément, les territoires prioritaires étaient plus concernés parce que le réchauffement allait les impacter de manière plus forte, que ce soit en termes de revenus, en termes d'urbanisme, sur la présence moindre d'espaces verts, voilà, d'espaces plus bétonnés, etc., de logements moins bien isolés. Et donc là aussi, c'était aussi de surprendre aussi en expliquant que oui, en fait, même les acteurs du développement social sont concernés, ils doivent mettre en place des actions. Ça, c'était une chose. C'était aussi la deuxième de s'appuyer sur les politiques publiques que menait le territoire. Alors forcément, pour un territoire comme Dunkerque, c'est encouragé parce qu'on est, vous savez, le territoire qui a le bus gratuit. Alors là aussi, ça a eu un impact conséquent sur en tout cas les comportements. Plus 400% de la fréquentation. Là aussi, ça a été. Alors, il y a toujours eu des tarifs sociaux, néanmoins, le fait de mettre en place, d'afficher, de mettre toute une politique publique d'animation autour de ces mobilités douces. Là, actuellement, on est en train de réviser aussi notre plan marche. Voilà, fait qu'on embarque, on fait en sorte que l'éducation populaire soit au service des transitions, mais que ça ait aussi un impact concret. Concret sur le porte-monnaie, aussi clairement. Hein. On fait souvent hein, le parallèle entre la fin du monde et la fin du mois. Mais là aussi, c'est de dire, bah voilà, si vous ne prenez pas aussi votre voiture qui, voilà, on le sait bien, hein, dans les quartiers ou autres, la voiture a toujours été un marqueur social fort. C'est de se dire, bah voilà, si vous adoptez votre comportement, c'est bon pour votre santé, c'est bon pour votre porte-monnaie aussi, mais c'est bon aussi voilà, pour la planète. Et donc, c'est le fait de dire que l'affaire de tous n'est pas juste un concept, mais elle est une réalité du quotidien. Donc voilà, comment on y procède. Et donc, de manière systémique, c'était plutôt comme ça. De manière très concrète et opérationnelle, actuellement, vous le savez, on réécrit les contrats de ville, ils sont impulsés par l'État. L'État a mis en place 4 grandes priorités, hein, l'émancipation, le développement économique et l'emploi, la tranquillité publique et les transitions. Alors donc là aussi, c'est de le prendre de manière transversale, mais non diluée. Alors, pour ne pas le diluer, c'est de s'accorder en tout cas des objectifs opérationnels très concrets qui permettent d'évaluer comment sont montés nos projets, comment on accompagne aussi les porteurs de projets et comment ils peuvent le mettre de manière très opérationnelle. Alors, parfois, c'est pas très compliqué parce qu'on se rend compte que quand on a fait l'exercice, nous, dans notre lab des transitions, on s'est rendu compte que les projets répondaient assez souvent, beaucoup aux objectifs du développement durable et autres, et donc ils étaient de manière générale assez vertueux, on va dire très vertueux. Donc,
Encore une fois, le gap, il n'est pas toujours très compliqué. Néanmoins, il y a toujours ces petits ajustements, ces interstices qui sont aussi l'ADN, qui font partie de l'ADN de la politique de la ville, qui est important d'avoir toujours en tête. Mais voilà, il y a des différents niveaux à adopter. Ça peut aller de l'accompagnement du projet, du fonctionnement des associations, des opérateurs, à l'approche plus systémique sur la manière dont on souhaite embarquer le territoire. Et je reviendrai aussi sur un petit point, c'est celui de la qualification des acteurs. Alors, je suis également engagé dans un réseau professionnel, l'interréseau des professionnels du développement social et urbain, l'IRDSU, qui est un réseau d'échange entre pairs. Et là aussi, on se rend bien compte que le fait d'embarquer d'autres, c'est l'intérêt d'outiller les opérateurs. Donc c'est, encore une fois, un enjeu de qualification, d'outillage, d'échange d'expériences concrètes. Donc, toujours être dans le concret pour montrer à voir et pour aussi toujours contribuer au changement d'image aussi des quartiers qui, voilà, là aussi est une priorité, à la fois sur l'urbain. Alors la transformation urbaine, c'est assez facile pour montrer que les quartiers changent d'image, mais aussi sur les récits et le développement social. Merci beaucoup. Je retiens de votre approche, cette articulation entre finalement une vision stratégique, peut-être plutôt sur le moyen long terme, des transitions et puis, une action vraiment très opérationnelle avec l'idée de changement à court terme, hein, pour faire évoluer le quotidien des habitants. Hem, du coup, ma question suivante peut-être pour vous Jean-Paul, concrètement, comment on peut gérer ce grand écart entre ces temporalités et ces visions stratégiques et opérationnelles et en tant que bailleur social, en fait, quelle posture vous adoptez par rapport à ces enjeux? Et est-ce que, voilà, vous avez une responsabilité particulière, notamment dans cette relation avec, vos locataires? Merci, bonjour à tous. Juste en 2 mots, Valoffice, c'est un bailleur social on a à peu près 50 000 logements. On est implanté, essentiellement en Île-de-France et très majoritairement dans le Val-de-Marne. Et on construit aussi, il y a un volet construction neuve, à peu près 1000, les bonnes années, 1000 logements, par an. Je rebondis un peu sur ce que disait, Jamal. Effectivement, il y a deux échelles. Ce qu'on ressent, c'est bon, toujours de repartir déjà des contraintes ou des besoins et de l'actualité. En ce moment, les gens, dans les quartiers prioritaires sont confrontés, comme tout le monde, mais c'est encore beaucoup plus fort pour eux, à l'inflation, à la hausse des coûts de l'énergie. Et ça, ils le vivent, on voit très nettement remonter, l'impayé, par exemple, en ce moment, l'endettement. Donc, il faut vraiment rentrer par ces priorités-là, hein, qui nous remontent du terrain. On voit, ça peut se traduire, sur plein de sujets, même sur des projets de jardins partagés. On voit que la question de l'alimentation devient très importante. L'accès à l'alimentation fraîche et de qualité. Alors qu'il y a quelques années, on montait un jardin plus pour rencontrer ses voisins ou le lien social, mais là, on voit que l'aspect alimentation devient très fort. Il y a des distributions de paniers, par exemple, avec des invendus de Rungis qui marchent très fort aussi en ce moment. Donc là, on est vraiment terre à terre, mais il faut partir de ça. C'est comme le travail qui peut se faire à partir de la propreté. C'est aussi une demande sociale forte dans les quartiers. De là, on parle des déchets, et puis des déchets, on commence à parler d'économie circulaire, de ressourcerie, de choses comme ça, qui n'étaient pas forcément, le seconde main, c'était pas forcément très tendance, hein, dans les quartiers populaires. Et on voit qu'il y a des évolutions aussi de ce côté-là, avec vraiment une question de pouvoir d'achat qui est très, très prégnante en ce moment. Les actions autour de la maîtrise des charges, hein, même si c'est le public le plus vertueux en termes de consommation d'énergie, il y a encore des façons de faire qui peuvent concourir à faire des économies. Donc, d'un côté, voilà, on voit, on essaye de s'appuyer, et ça, c'est les métiers du développement social urbain, effectivement, comme chez mon collègue Jamal, mais côté bailleur, on s'appuie sur ces besoins, ces demandes, et on construit des projets collectifs à partir de ça, et on essaye de faire venir des services, des réponses. Ça ne nous empêche pas quand même aussi de décliner des politiques plus nationales ou pour lesquelles on n'aurait pas spontanément peut-être pensé à ce genre de quartier. Et je pense à la mobilité vélo.
Parce que là, on est plus dans l'expérimentation. Et enfin, on s'est basé sur des expérimentations, et ça, c'est ce que permet aussi la politique de la ville, mais on va y revenir plus tard, je crois. C'est de tester des choses. Et on a vu que un des principaux freins à la mobilité en vélo, c'était le stationnement sécurisé. Et là, on est parti dans un grand plan de déploiement, parce qu'en ce moment, il y a des politiques publiques d'aide très fortes. Donc ça, on s'est saisi de ça. Et je crois que c'est important aussi de faire bénéficier les quartiers populaires de politiques qu'on a un peu tendance spontanément à penser un peu plus adaptées au centre-ville ou à des secteurs plus favorisés. Et donc, ça marche aussi. Donc, il faut trouver l'équilibre entre effectivement des choses qui sont... Et quand on commence à agir là-dessus, on voit que la demande sort. Donc, il faut un petit peu impulser pour faire sortir... des sujets aussi qui ne sont pas spontanément forcément à l'ordre du jour. Voilà un petit peu. Merci beaucoup. Pour terminer ce premier tour de table, j'ai envie du coup de revenir sur les constats à l'origine de ce webinaire. Philippe, pourquoi avoir choisi de parler de transition juste dans les quartiers prioritaires de la ville et que vous évoquent finalement les premiers témoignages de nos invités sur les leviers pour rendre juste ces processus de transition? Oui, bonjour, moi je suis Philippe Archias, effectivement, ça a été dit, directeur conseil au sein de Juliette Sterwen, avec une petite expérience de travail auprès des territoires politiques de la ville et puis de leurs différents acteurs, dont les bailleurs. Oui, alors effectivement, transition écologique, ce n'est pas une thématique neuve pour les quartiers et pour la politique de la ville. On en parle depuis les années 90, il y a eu une actualité institutionnelle à différentes reprises. Déjà, Najat Vallaud-Belkacem, elle parlait de quartiers exceptionnels, exemplaires en 2014, elle a lancé une démarche, notamment sur l'ANRU, sur des projets, des programmes d'investissement d'avenir. Donc, il y a eu plusieurs vagues en fait, de dispositifs de ce type-là. Surtout, il y a eu de multiples initiatives qui se sont développées au sein des quartiers. Il y a eu de très belles réussites. Il y a un petit peu ces espèces de cas et de bonnes pratiques qu'on cite assez fréquemment. Il y a par exemple Aircube du côté de la rive droite de Bordeaux, qui est parti de la commune de Senon, avec alors il y avait au début, c'est une ressourcerie, une régie de quartier, et puis ils se sont orientés vers tout ce qui est massification des encombrants avant leur traitement, notamment. Maintenant, c'est un service collectif de traitement des encombrants aux bailleurs sociaux, aux communes, aux autres collectivités. Et puis en même temps, c'est un outil d'insertion sociale par le travail. Alors maintenant, c'est devenu plus gros, ça s'est diffusé vraiment à l'échelle de la Gironde. Pour rebondir aussi sur ce que disait Jean-Paul, il y a des associations comme VRAC dans le domaine de l'alimentation, où là, c'est pareil, on part de l'agglomération lyonnaise, et puis là, c'est l'idée d'assurer l'accès au plus grand nombre à des produits de qualité, qui soient issus de l'agriculture paysanne, biologique, équitable, le tout à des prix bas, parce que justement, on a moins d'intermédiaires, et donc on réduit les coûts. Et ça s'est diffusé dans un grand nombre justement de villes en France. Tout ça sont vraiment à la fois de très belles réussites, par les enjeux auxquels ils répondent, par leur modèle de fonctionnement, par leur impact. Il n'y a pas à dire. À plus petite échelle, il n'y a pas que ces espèces de têtes de proue un peu. Il y a des actions qui ont été menées. On peut dire même qu'il y en a des centaines que recense ce que disait Jamal, par exemple, les centres de ressources politiques de la ville. l'IREV a travaillé là-dessus récemment. C'est Labocité, c'est le centre de ressources politiques de la ville d'Auvergne-Rhône-Alpes, qui a produit un cahier justement sur le développement social urbain sur le sujet. Et on peut y voir vraiment tout un tas de dynamiques. C'est hyper riche, hyper foisonnant. Enfin, quand même, il ne faut pas s'y tromper. Malgré tout ça, ça reste un volet qui est quand même clairement sous-investi dans la politique de la ville et dans les contrats de ville. À l'heure où on est en train de les réécrire, ces contrats de ville, ça reste quand même des parents pauvres de la programmation en termes de priorités portées politiquement, dans le cadre des contrats de ville, j'entends, de la nature et des actions soutenues, du type d'acteurs qu'on trouve dans ces contrats de ville et puis des ressources qui sont engagées. On va voir ce que donne la prochaine programmation, mais jusqu'à présent, en tout cas, il y en avait dans le discours, mais qu'en était-il un petit peu de la réalité, de l'engagement à ce titre-là? Alors c'est pour ça que c'est le point de vue qu'on partage à la fois dans le cabinet, puis je pense avec tous ceux qui sont autour de la table. Il faut plus que jamais investir dans ces quartiers avec des politiques qui sont ambitieuses pour une transition écologique qui n'oublie pas son pilier social, ou des politiques sociales qui n'oublient pas leur pilier écologique. Bref, et on a choisi ce terme de transition juste. Alors lui, il est né, ce terme de transition juste, pour qualifier un petit peu ces changements de logiciels
ça vient de la sphère européenne, des partenaires sociaux européens et puis des institutions qui ont dit à un moment, face à la décarbonation des industries, notamment dans les pays de l'Est, qu'il fallait anticiper, fallait accompagner les impacts sociaux de ces transformations-là. Et bien, depuis, le terme a fait son chemin. Il incarne à la fois une ligne directrice, un processus de transformation. Et on voit maintenant, on retrouve au niveau national, au niveau régional. Jamal, par exemple, on voit c'est la région Hauts-de-France, je crois, qui a sorti un fonds pour une transition juste en 2023. Donc, on le voit, ça fait des petits, et puis transposer au quartier, qu'est-ce que ça peut vouloir dire? Ça veut dire, bien sûr, mobiliser les moyens dans les quartiers. On l'a dit, il y a une concentration d'îlots de chaleur, donc ça veut dire des actions de végétalisation, supprimer les passoires énergétiques, ça veut dire travailler la rénovation, l'isolation, l'efficacité énergétique des bâtiments, etc., etc. Ça veut dire aussi adapter les politiques publiques au quartier. Parce que certaines qui partent d'un bon sentiment ne sont pas forcément pertinentes aux réalités qu'on rencontre dans les quartiers. Je ne sais pas, moi, les zones à faible émission, par exemple. Bien, mais quand ça interdit quasiment le recours à la voiture dans des quartiers qui sont isolés et où il n'y a pas d'alternative en transport commun qui soit satisfaisante, ça devient synonyme d'isolement pour des habitants qui n'en ont pas du tout besoin. Et puis, outre des investissements, outre l'adaptation des politiques publiques, on y reviendra, ça veut dire oser donner toute leur place aux habitants. Et ça, la première des choses, c'est de ne pas les assigner à une vision parfois un peu répandue, où les habitants seraient des réfractaires à l'écologie, qu'il faudrait convertir à des usages vertueux de tel ou tel équipement, etc. Au contraire, on va y revenir, mais ces acteurs, il faut les considérer d'abord comme des acteurs, et ensuite qui détiennent plein de ressources dans le cadre des politiques publiques ou de projets qui peuvent être montés. Et donc, quand je dis ça, et pour conclure, ce dont on se rend compte, c'est qu'une transition juste, ce n'est pas seulement un sujet de justice sociale, c'est aussi un sujet, ça a été dit par Laurent dans son introduction, d'acceptabilité de transformation. Avec les Gilets jaunes, on s'en est clairement rendu compte. C'est aussi un sujet de pertinence et d'efficacité des solutions. C'est une expression, alors la paternité est un peu douteuse, mais en gros, ça disait ce qu'on fait pour moi, sans moi, on le fait contre moi. Ça, c'est pas juste de la rhétorique, c'est pas juste sur le registre démocratique. Ça veut dire aussi, ça renvoie l'idée que certaines solutions qui sont développées en généralité ne sont pas applicables, et ça veut dire qu'elles doivent davantage prendre en compte la parole, l'expertise d'usage, les idées des habitants. Et pour ça, il y a quand même des moyens, il y a quand même des initiatives, et je pense que ça fait partie de ces axes vraiment à développer dans le cadre de cette transition juste des quartiers. Merci Philippe. Et du coup, pour rebondir sur les propos, donc en ce qui concerne la gouvernance et finalement le jeu d'acteurs un peu collectif à mobiliser autour de ces enjeux, je m'adresse à vous quatre collectivement. Quel rôle, quelle relation vous voyez en fait entre les différents acteurs institutionnels, éventuellement économiques ou privés, et puis on a commencé à évoquer la place des habitants. Est-ce qu'il faut leur donner justement une place particulière dans cette transition, et laquelle? Peut-être Jamal pour commencer, si vous le souhaitez. Pourquoi pas? Non, mais bien sûr, alors ça a été dit un peu en filigrane par l'ensemble des collègues, c'est que la manière dont on va considérer les habitants va être très importante. Souvent, on va soit pas assez les considérer ou trop, donc c'est trouver le bon curseur en fonction de nos réalités. Une réponse peut être valable à un endroit et pas à un autre. Moi, je pense que c'est que dans la production de politique publique, là aussi, on est important, et donc forcément, ce qu'on va attendre d'eux va être primordial. Je pense qu'il y a souvent sur les questions de démocratie locale, pour moi, je pense que c'est un des bons leviers pour y travailler. C'est la manière dont on va construire avec eux les projets. Sortir uniquement dans le simple avis donné, mais plutôt dans la construction collective, en leur donnant la possibilité de faire, là aussi, c'est quelque chose d'important et qu'on peut mettre en place. La question, exemple, les budgets participatifs, ils sont déclinés sous énormément de formes. Alors ensuite, ils sont adaptés en termes de montant, de nature d'investissement, de fonctionnement. Mais là aussi, ça permet de leur montrer qu'ils peuvent être aussi acteurs. C'est une chose. La deuxième, si on l'a dit tout à l'heure, c'est la question aussi peut-être du pouvoir d'achat. Ça me paraît aussi être un levier important dans le quotidien aussi, surtout dans ces temps un peu de crise, d'inflation. Ça peut être aussi de bons leviers. Ensuite, je pense que la question du lien social toujours alliée à ces sujets-là. Le fait de ne pas rendre justement la question uniquement très techno ou autre, mais très accessible,
dans nos pratiques, dans nos événements, dans la manière dont on va animer notre territoire, ça me paraît être important. Et enfin, moi, je parlerai aussi d'un sujet sur la question de l'école, qui, pour moi, est un bon levier pour travailler ces sujets-là. On dit souvent que c'est souvent les enfants qui conseillent leurs parents pour le tri sélectif ou autre, parce qu'ils l'ont appris à la journée pendant leur cours. Mais je pense que là aussi, on a des leviers en politique de la ville. Alors, on a beaucoup de territoires embarqués dans des dispositifs comme la cité éducative ou autres, qui nous permettent de travailler en termes de gouvernance, en principe, main dans la main avec les autres institutions, l'État, l'éducation nationale, pour développer du projet. Mais encore une fois, il y a des ingrédients de réussite nécessaires, il y a des fondamentaux à avoir, c'est la culture du projet, c'est le fait aussi d'apporter chacun en fonction de son prisme, de ses compétences, dans l'intérêt d'un projet collectif. Donc voilà, c'est un peu les leviers que j'identifie en tout cas sur cette question de la participation citoyenne. Il ne faut pas être dans un discours moralisateur, mais plutôt de dire, voilà, c'est l'affaire de tous, on y va comment ensemble, de manière concrète et pragmatique. Voilà. Laurent, j'ai l'impression que vous avez activé votre micro. Vous vouliez réagir peut-être sur... Oui, alors peut-être déjà parce que je me rends compte que je suis le seul à ne pas m'être présenté rapidement. Donc moi, je travaille dans une association qui s'appelle le Shift Project, dont le sujet, c'est de documenter, d'alimenter le débat sur la sortie des énergies fossiles et l'impact que cette décarbonation de l'économie va avoir sur toute la société et comment ça va re-questionner absolument toutes nos activités et nos modes, nos usages, etc. Et moi, je travaille particulièrement sur une notion de résilience des territoires. Essayer justement, comme on le fait là, ce matin, de ramener ces sujets-là à des enjeux locaux. Montrer que lutter contre le réchauffement climatique, ce n'est pas simplement pour éviter la catastrophe mondiale, c'est d'abord pour préserver la santé, le bien-être des populations de nos territoires. Et même chose sur accompagner la sortie des énergies fossiles et d'une manière générale être plus sobre dans nos consommations d'énergie, de ressources. Voilà. Alors sur la question de la gouvernance, elle est évidemment essentielle dans un monde où les ressources se font de plus en plus rares. Bien la question de la façon dont on les affecte, la façon dont on associe les acteurs pour prendre les décisions, elle est essentielle. Il y a des choses qui ont déjà été dites. Je pense que quand même, il y a un enjeu de compréhension du problème. Avant de chercher des solutions, il faut partager une même compréhension du problème et du problème sur son territoire. Et son territoire, ça peut être l'échelle du quartier. Je ne suis pas du tout un spécialiste des quartiers politiques de la ville, donc je laisserai à mes collègues le soin d'en parler, mais d'une manière générale, l'ensemble des territoires. Ce qui me paraît important, c'est de bien montrer que les territoires de la ville, pas plus que de la politique de la ville, pas plus que les autres, ne pourront être résilients tout seuls. Donc la question des interdépendances, elle est essentielle et partager un diagnostic des menaces, des vulnérabilités des territoires me paraît essentiel et le faire avec les habitants, par les habitants. Je pense que dans les quartiers politiques de la ville, il y a un enjeu particulier à ce que ça ne soit pas une démarche descendante, mais qu'on trouve des acteurs avec qui travailler, parce qu'on voit bien il y a des spécificités. La question du pouvoir d'achat a été plusieurs fois soulignée. On ne peut pas avoir une approche de la transition qui pèse sur, qui demande des efforts de sobriété très importants auprès de ses habitants. Par contre, on peut demander à ce que la politique de la ville, de la collectivité, là je suis content que Jamal soit autour de la table, la question, on n'est pas sur des ajustements, sur un peu quand on parle de transition juste, on n'est pas juste d'atténuer l'impact ou les effets dans ces quartiers-là auprès de ces populations vulnérables. On est dans une transformation, le mot a été prononcé, je crois, par Philippe. Quand on parle de transition, c'est un euphémisme. On est sur une transformation profonde de toutes les politiques publiques et donc l'aménagement du territoire, la mobilité, le développement économique.
Et ça relève, c'est pas à l'échelle uniquement du quartier politique de la ville, c'est vraiment à l'échelle de la collectivité et des collectivités sur un territoire assez élargi. Donc ça pose la question Jamal a parlé de qualification, en tout cas de la formation aussi, la formation des professionnels politiques de la ville. Jusqu'où sont-ils aujourd'hui conscients des enjeux, de la hauteur des enjeux et du fait qu'il s'agit de transformer absolument toutes les politiques qui ont été pourtant qui ont mené à la situation actuelle et qui ont été en vigueur depuis 40 ou 50 ans. Donc ça me paraît quand même important. Après, voilà, on a vu qu'en matière de gouvernance, autant on sait qu'il faut faire autrement, autant personne n'a de réponse toute faite. Et donc là, ça a l'expérimentation, ça a été dit, les acteurs de la politique de la ville ont l'habitude d'expérimenter, donc expérimenter aussi en matière de gouvernance. Il y a un peu partout sur les territoires, il y a des conventions citoyennes, il y a des COP qui se mettent en place. Enfin, il y a des évolutions dans les modes de gouvernance sur ces territoires qui évidemment doivent être développés. D'une manière générale, vous avez insisté sur le fait qu'il fallait être très pragmatique, très concret. On peut choisir une porte d'entrée, hein, tout est connecté, toutes les politiques sont liées et devront se transformer. Mais on peut choisir, la mobilité a été évoquée par Jamal, on peut choisir l'entrée de la mobilité, on peut choisir l'entrée du logement, de l'alimentation. L'alimentation est un sujet essentiel. Hein, bref, peu importe le sujet, tirer le fil et ensuite montrer que tout est concerné et tout doit évoluer. Et évoluer dans un périmètre qui dépasse celui des quartiers de la ville. Ça, j'insiste un peu là-dessus parce qu'il ne faudrait pas qu'on ait une vision un peu cloisonnée comme ça, où on mène toute une série d'actions pour atténuer l'impact, la souffrance, même on a beaucoup parlé d'inflation, voilà, que génèrent les crises énergétiques ou que peut générer des chocs climatiques. Non, c'est bien l'ensemble du territoire et prendre conscience de ça, prendre conscience, je me répète aussi, des interdépendances et du rôle essentiel que jouent les quartiers prioritaires de la ville dans le fonctionnement d'autres parties du territoire me paraît déjà un bon moyen d'aborder le sujet. Merci beaucoup. Peut-être pour rester sur la question du faire et du faire ensemble, Jean-Paul, comment est-ce qu'on s'y prend? Comment on tient compte des moyens et des ressources disponibles? Est-ce qu'il y a des méthodes ou des outils en fait, qui permettent plus particulièrement voilà, d'être dans cette approche de co-construction avec tous les acteurs impliqués? Bah déjà, je pense qu'il faut vraiment bien considérer l'échelle du quartier et la singularité de chaque quartier, parce qu'on a un petit peu tendance toujours à globaliser, alors que chaque résidence, chaque quartier a son histoire architecturale, urbaine, sociale, elle a ses réseaux, les piliers du quartier, les gens sur qui on peut s'appuyer, les associations, tout ça varie énormément entre une cité-jardin des années 30 et un grand ensemble des années 70, c'est pas du tout le même vécu, c'est pas du tout les mêmes sujets. Donc je crois qu'il faut vraiment partir de ces singularités-là, et en plus les gens s'identifient fortement à leur quartier, et beaucoup de gens vivent là depuis très longtemps, et il faut pas oublier aussi qu'on a plus de 30% des locataires du parc social qui sont des personnes âgées, et un vieillissement du parc, un attachement, une longue histoire de vie dans ces quartiers. Donc il faut partir aussi de ça, éviter d'instaurer ou d'être dans l'injonction à faire plutôt ceci, plutôt cela, mais même à participer, parce que participer, c'est pas toujours dans la façon dont ça a été mené ces dernières années. On a peut-être trop promis de concertation tous, hein, et sans qu'en fait les projets ou les réalités tiennent vraiment compte
ce que disait tout à l'heure Philippe sur l'expertise d'usage ou des choses comme ça. Ça arrive un peu tard encore à chaque fois dans les projets. Donc, il faut peut-être éviter de repartir sur des systèmes comme ça où on va... et même si je prends l'exemple on a commencé à se mettre autour de la table avec la nouvelle politique de la ville dans les années 2015, là, avec la ville, les associations, et puis il y avait le conseil citoyen. Finalement, le bilan de ce conseil citoyen, il est très mitigé, hein. Et alors, il faudra analyser, hein, un jour, il faudra regarder pourquoi ça n'a pas marché. Est-ce qu'on est allé au bout de l'exercice ou est-ce que c'était un exercice qui était vain de toute façon? Et là, on était censé avoir des gens tirés au sort, etc. Ça ne s'est pas du tout passé comme ça, hein. Donc là aussi, cette mobilisation un petit peu imposée, et à certains endroits, ça a marché. Et à d'autres, ça s'est essoufflé très rapidement. Voilà, et puis ça n'a pas été clair. C'est des démarches qui ne sont pas suffisamment claires dans les intentions de la part de l'institution. Donc autant éviter de se lancer là-dedans et de partir plutôt des initiatives et des gens qui peuvent porter des projets et construire. C'est vraiment de la dentelle, hein. Il faut, enfin, si on veut embarquer les gens, il faut partir sur des actions. Voilà, on voit que les gens sont plus maintenant, enfin beaucoup, ont envie de faire des choses, ils se retrouvent pour faire ensemble, ils n'ont pas envie de se retrouver pour militer. On voit aussi, hein, l'essoufflement des grandes fédérations. Alors il y a quand même, elles sont toujours bien vivantes, mais les fédérations de locataires, on voit qu'ils ont du mal à recruter, à mobiliser des gens à l'ancienne. Je vais militer, pour une cause politique théorique, un peu, un grand principe. Non, on voit qu'ils sont... là, il faut trouver des accroches très concrètes. Voilà, on va faire un jardin, on va faire une ressourcerie, une bricothèque, on va vous associer. Et puis, à partir de ça, construire et élargir. Et on a parlé beaucoup d'éducation à l'environnement. Enfin, on n'a pas utilisé le terme éducation à l'environnement, mais il y avait un peu de ça derrière. C'est aussi à partir de ces sujets-là qu'on peut commencer après à ouvrir. Voilà. Mais en tout cas, il faut... Alors, c'est très micro ce que je dis, mais il faut quand même... et après, les collectivités viennent aussi impulser des choses. Mais il faut quand même partir, je pense, de l'identité, la singularité de chaque quartier. Merci beaucoup. Peut-être sur l'articulation finalement entre le local et le global, quelques éléments de réflexion, Philippe. Oui, pardon. Alors, articulation, à voir. Moi, d'une part, par rapport à tout ce qui a été dit, je vais parler des habitants. Néanmoins, la petite précaution d'usage, c'est quand même de dire qu'il ne faut pas tout mettre sur les épaules des habitants non plus. Dans cette question de transition écologique, parce qu'il y a des acteurs privés, parce qu'il y a des acteurs publics, qui doivent être les premiers à agir plus de manière systémique. Après, ça ne veut pas dire qu'il faille faire sans ou négliger la parole des habitants. C'est un petit peu là-dessus, je vais revenir. Mais enfin, c'était juste pour préciser ça, quand on parle de gouvernance, voilà, je vais parler des habitants, mais la gouvernance, elle doit impliquer, bien entendu, au premier chef des acteurs collectifs, publics ou privés. Alors, cette parole des habitants, c'est ce que je disais au départ, c'est-à-dire qu'il faut la prendre pour ce qu'elle est, il faut la prendre telle qu'elle, il faut savoir aller la chercher. Il y avait récemment des contributions d'ATD Carmonde sur la question de la transition écologique, sur la question des quartiers. On voyait que ça disait des choses qu'on n'a pas l'habitude forcément d'entendre dans le débat public ou qui ne sont pas très fondateurs de politique publique, ce que je disais sur les zones à faible émission, mais aussi sur les questions d'alimentation et plein de choses intéressantes. Ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, on peut se dire qu'il y a effectivement deux dynamiques. C'est-à-dire, il y a les habitants, à la fois comment on va les chercher, ça, voilà, il y a toute cette question d'assistance à maîtrise d'usage. Alors, c'est un terme un peu barbare, mais enfin, c'est une manière de dire. Nous, on avait bossé sur Stein à un moment, par exemple, où on se disait, avant de construire justement un logement social, allons chercher les habitants pour voir et remettre une espèce de cahier d'usage produit par les habitants à l'architecte. C'est-à-dire en se disant, prenons en compte un petit peu, finalement, quels sont... par rapport à la construction, le choix de matériaux, le fait qu'on ait un balcon ou pas, le choix des espaces collectifs et de ce qu'on y trouve, etc., etc. Tout ça, ça peut être... c'est pas mal, on se rend compte qu'il y a plein de choses à dire et que ça peut être à un moment que les habitants ont plein de choses à apporter, pas juste dans un débat, une concertation un peu en l'air, mais finalement sur des cahiers qui peuvent être un peu de la spécification remise à des gens qui sont complètement opérationnels. En l'occurrence, c'est ça, c'est le cahier d'usage remis à un architecte. Donc,
ça, c'est intéressant. C'est comment on va aller chercher les habitants. Enfin, il n'y a pas que la question d'aller les chercher, il faut aussi les laisser venir ou leur donner une place, quoi, en gros. Et ça, je rejoins complètement Jean-Paul quand il dit il y a une offre institutionnelle, en gros, de participation, c'est les conseils citoyens, c'est les conseils de quartier, etc., qui vivent ou pas. Et à partir du moment où voilà, c'est pas assis forcément sur des dynamiques sociales existantes. Et là, on n'est pas dans des pays anglo-saxons où on s'appuie fortement sur des logiques de communauté. Alors, on voit qu'il y a des offres un peu de community building, alors le terme anglo-saxon, voilà, c'est en tout cas qui sont choisis. Ça renvoie peut-être à leur origine. Et on se rend compte aussi que ça peut renvoyer, ça peut résonner un peu de manière négative aux oreilles de certains, cette question de communauté dans le cas français. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de dynamique sociale existante, ni à encourager. Alors, ça a été dit, les budgets participatifs, ça se décline sous plein de formes, et ça redonne quand même de la place aux habitants, bien entendu. Et puis, juste pour rebondir sur le côté faire ensemble, et c'est là que je m'arrêterai, parce que le temps défile, mais les démarches de Fab Lab dans les quartiers, c'est à petite échelle, mais ça renouvelle quand même les modes d'implication. C'est intéressant de voir certains acteurs s'appuient sur, par exemple, de la technologie et la science pour renforcer la capacité des habitants à prendre la parole dans le débat public. Je vois les petits débrouillards, ce qu'ils avaient fait du côté de Brest. Ils avaient outillé les habitants de boîtiers, on appelle des boîtiers Arduino, qui étaient connectés à des capteurs d'humidité. Et en fait, les habitants avaient travaillé ensemble. Ils avaient collecté des données sur la vétusté des logements. Et du coup, les données avaient été agrégées, ça avait servi de porte-voix vers les bailleurs et vers la collectivité. Et en fait, pour des personnes qui ne sont pas habituées à l'écrit, pas à l'aise avec le débat public en tant que tel, fabriquer sa propre parole quand et on peut être outillé et accompagné pour ça, je trouve que c'est vraiment des super initiatives. Et l'Open Knowledge Foundation, le projet Decode à Barcelone, tout ça, c'est sur la même idée. On va outiller les citoyens et on considère que là-dedans, une éducation et l'utilisation des sciences et des technologies, ce n'est pas forcément pour mettre à distance les plus modestes, ça peut être justement pour leur servir. Et donc, tout ça pour dire qu'il y a quand même de multiples moyens, voies et moyens par lesquels on peut aller chercher et on peut surtout donner la parole à des habitants en les réduisant pas, encore une fois, à des cibles, au statut de cible, quoi. Merci beaucoup. Merci à tous pour voilà, vos témoignages et vos éclairages. Je vous propose, puisque je vois le temps filer, qu'on prenne un peu de temps pour regarder quelques questions posées dans le chat. Frédéric, est-ce que tu as un premier sujet à soumettre à nos intervenants? Oui, une première question qui est plutôt à propos de la transition, du volet social de la transition. Finalement, en quoi une nouvelle infrastructure sociale, plutôt de solidarité et d'entraide, par exemple, pourrait être un levier de la résilience dans les QPV? Quelles pourraient être les pistes d'action pour faire émerger ces infrastructures sociales à l'échelle des quartiers, mais aussi finalement plus largement à l'échelle des villes ou des agglos dans lesquels sont ces quartiers? Qui veut commencer? Répondre à la question, mais je vais juste conforter la question en disant que quelle que soit la façon dont vous abordez cette question de la résilience face aux crises climatiques, énergétiques ou de raréfaction des ressources, le facteur clé de résilience en cas de crise, c'est le lien social, c'est la solidarité qui existe ou pas dans les quartiers. Alors après, la façon de la stimuler, de l'encourager, de la soutenir, voilà, les professionnels que vous êtes ont sûrement des idées. Moi, je vois simplement sur des territoires beaucoup d'initiatives venant généralement de la collectivité pour soutenir le tissu associatif, pour mettre en place des volontaires. Il y a les volontaires de Paris, enfin bref, toute une série d'acteurs, mettre l'humain comme ça au plus près des territoires, parce qu'il y a beaucoup de travaux qui maintenant ont documenté le fait que la réaction à une crise est directement liée à la nature plus ou moins forte de ce lien social. Voilà, on pourrait développer, mais les chiffres, y compris les chiffres de mortalité, sont édifiants sur ce plan. Donc, oui, l'ingénierie du
du renforcement du lien social qui peut être incarné là, dans ces quartiers-là, elle est très précieuse. Encore une fois, elle est très précieuse pour la résilience de ces quartiers-là, mais elle est aussi très précieuse pour la résilience de l'ensemble des territoires. Et ça fait probablement partie des choses qu'on pourrait exporter de savoir-faire, cette expertise au bénéfice de la résilience de l'ensemble des territoires et pas seulement ceux des quartiers de la ville. Merci beaucoup, Laurent. Peut-être une réaction Juste, je pense à un truc là, excuse-moi Philippe. En tout cas, cette ingénierie, effectivement, ça renvoie aussi à des acteurs qu'on peut-être ne mentionne plus assez, mais qui sont les centres sociaux, tout simplement, qui sont des acteurs fondamentaux encore dans les quartiers et qui peuvent être aussi vecteurs de nouvelles formes d'entraide. Hein. On le voit des accorderies, de toutes sortes de choses qui sont dans les quartiers. Et n'oublions pas cet acteur aussi vieux que nous, mais qui a encore beaucoup de place et un rôle très important encore. Il y a la question des locaux. Ces infrastructures-là, elles ont besoin de locaux. Les locaux, finalement, on pense toujours aux bailleurs, parce qu'ils ont des locaux, on va pouvoir installer ceci, cela. En fait, c'est souvent très mal adapté, trop petit, et il manque une politique un peu, alors là, pour le coup, d'aide. Je ne sais pas si ça pourrait passer par la politique de la ville, je pense que ça sera suffisant pour vraiment bonifier cette offre d'espace où pourraient s'incarner ces nouvelles infrastructures là, de solidarité, d'entraide et de résilience. Merci beaucoup. Oui, Philippe. Si je peux rebondir, ce que disait Jean-Paul, ouais, je suis d'accord avec ça. C'est-à-dire que les centres sociaux, moi, j'avais pas mal bossé avec eux à un moment et ils disaient, effectivement, on était les tiers-lieux avant l'heure. Parce que c'est des lieux dans lesquels on s'inventait, bien avant que ce vocable débarque. Alors, des tiers-lieux parfois sans les locaux, hors les murs, mais en tout cas, les dynamiques sociales, elles étaient là. Et c'était intéressant de voir à quel point, par exemple, des bailleurs lyonnais disaient, mais nous, on veut bien poser une réflexion en termes de tiers-lieux, c'était les bailleurs du pôle public de l'habitat, la métropole de Lyon, en l'occurrence, qui disaient, mais nous, on veut d'abord voir des dynamiques sociales et ensuite, on réfléchira à leur hébergement. Mais ne faisons pas les choses à l'envers, avec une offre immobilière, en voyant qu'est-ce qu'on pourrait mettre dedans, sous le nom un peu à la mode de tiers-lieux. Donc, partir de dynamiques sociales, savoir un peu les pousser, les repérer en tout cas, parce que souvent elles sont là. Et donc se doter des relais, je trouve que les bailleurs comme les collectivités ont vraiment une richesse, une capacité en la matière, avec toutes les assos de proximité. Ça me paraît être une bonne méthode. Merci beaucoup. Est-ce qu'on a une autre question ? Oui, on peut poser peut-être une dernière question qui vient juste d'être posée et qui va faire le lien avec tout ça. C'est aussi en fait la place des acteurs économiques finalement dans cette transition juste. Quelle peut être la relation entre les acteurs économiques et les acteurs institutionnels ? Alors peut-être pour apporter un début de réponse, il y a un enjeu de gouvernance et de les intégrer dans la gouvernance. Nos dispositifs, souvent, on les met un peu de côté. Alors que je parle dans le prisme politique de la ville, hein, c'est-à-dire que souvent ils sont à côté ou on les montre. Alors, on a aujourd'hui des dispositifs comme le pacte qui permettent en tout cas de voir quelle est leur implication au sein des quartiers, mais je pense qu'il faut écrire à la limite avec que des feuilles de route. Je pense que l'enjeu, de manière très pratico-pratique, c'est comment on écrit demain où on veut emmener le territoire ensemble et comment ils prennent en compte la question des quartiers prioritaires. Alors au-delà de la transition, mais après sur les questions de transition, bien sûr, je pense que la place, elle doit être renforcée, elle doit être mieux construite. En tout cas, parce qu'aujourd'hui, elle est, à mon sens, pas assez présente, en tout cas dans nos écosystèmes. Et puis, c'est de montrer qu'on a des responsabilités partagées parce qu'on partage un territoire. Enfin, en fait, voilà, et que quand un endroit va bien, bah, ça ruisselle sur le reste, ou quand il va un peu moins bien, c'est également le cas. Donc là aussi, je pense que cette relation, elle est à reconstruire.
et aller à affiner. Il y a peut-être un changement aussi de regard et de posture, encore une fois, sur le fait de se dire, bon, écoutez, on a tous une partie de la réponse, en tout cas, cette solution, donc faisons ce récit ensemble. Voilà, je pense que, en tout cas, en termes de posture, c'est là où ça peut être en tout cas une piste d'action. Merci beaucoup. Un dernier complément peut-être, Philippe? Non, juste sur la question des acteurs privés, on le voit bien, ils sont partout, sur les sujets qui nous occupent dans le domaine de l'alimentation, dans le domaine du bâtiment, dans le domaine des technologies. Et effectivement, il s'agit quand même de les associer le plus en amont possible, parfois dans la conception des dispositifs. Je parlais tout à l'heure des promoteurs s'agissant d'une analyse un peu d'usage, d'anticipation des usages, mais on peut parler de la technologie aussi. C'est-à-dire quand on met, je sais pas moi, des thermostats, effectivement, une programmation du chauffage, comment est-ce qu'on pense les usages en amont de l'implantation de dispositifs technologiques dans le logement des personnes? Parce qu'on en voit des exemples de pourquoi ça ne marche pas, en l'occurrence. Et c'est intéressant de se dire, ben voilà, la technologie, comment elle embarque ces questions d'usage, et finalement, comment dans le déploiement des outils, c'est pris en compte. Et ça, les acteurs privés ne savent pas le faire seuls. Et je rejoins complètement Jamal quand il dit qu'il faut savoir bosser avec eux sur ces sujets-là, avec les gens qui connaissent les réalités du terrain. Merci beaucoup. Merci à nos invités pour leur témoignage et merci donc aux participants pour leurs questions. Ce webinaire est désormais terminé. Un replay sera disponible prochainement, donc n'hésitez pas à le partager autour de vous si vous connaissez des gens que le sujet intéresse et qui n'ont pas pu se rendre disponibles ce matin. Et pour celles et ceux qui souhaiteraient prolonger leur découverte de la semaine de la transformation, je vous invite peut-être au webinaire de clôture intitulé « La performance n'est pas que financière » qui aura lieu vendredi à 15h30 et où il sera question notamment de nouveaux critères d'évaluation et de mesure des dimensions extra-financières des résultats ou d'évaluation de politique publique sur ces sujets-là. Voilà, d'ici là, je vous souhaite à tous et à toutes une excellente journée. Merci beaucoup. Merci. Merci. Beaucoup. Au revoir. Bonne journée à tous.